O. Henry, l'art et la combine. Montague Silver, le plus grand camelot et le plus grand artiste en combine de l'Ouest, me dit un jour à Little Rock: Billy, si jamais tu perds ta boule et que tu redeviennes trop vieux pour filouter honnêtement les grandes personnes, pars pour New York. Dans l'Ouest, il est un jobard toutes les minutes. Mais à New York, ils se précipitent sur vous comme une nuée de moustiques, et on ne peut pas les compter. 2 ans plus tard, je m'aperçus que je n'étais plus capable de me rappeler les noms des généraux chinois, et je discernais quelques cheveux gris au-dessus de mon oreille gauche. Alors je reconnus que le moment était arrivé pour moi de suivre le conseil de Silver. Je débarquai donc à New York un jour vers midi et commençai par flâner un peu dans Broadway. Et la première personne que je rencontre, c'est Silver lui-même, tout emmitouflé de lingerie et de confection pour hommes. Il est appuyé contre un autel et fait briller ses ongles avec un mouchoir de soie. Ramollissement du cerveau ou sénilité précoce, lui demandai-je. Hello, Billy, répond Silver. Oh, je suis content de te rencontrer. Oui, il m'a semblé que l'Ouest commençait à offrir un peu trop de difficultés. Je me suis réservé New York pour le dessert. Je sais pourtant que c'est déshonorant de prendre quelque chose à ces types-là. Ils ne connaissent que ci et ça, et pas ci et là, et pensent de temps à autre. Je reste ravi, navré, si ma mère apprenait que je vais filouter de tels faibles d'esprit. Elle m'a élevé pour de plus hautes tâches. Dois-je entendre, répliquai-je, que tu as commencé des opérations? En vérité, non, dit Silver. Je ne suis ici que depuis un mois. Mais je suis prêt à commencer. Et tous ces petits enfants de Manhattan peuvent préparer leur portefeuille et prendre leur numéro pour monter dans l'autobus de ma combine. J'ai bien étudié cette ville, continue Silver. J'ai lu les journaux tous les jours, et je la connais aussi bien que le concierge de l'hôtel de ville connaît tous les types qui viennent d'offrir une commission. Ici, les gens se couchent par terre et se mettent à crier et à gigoter quand on tarde trop à prendre leur argent. Monte avec moi dans ma chambre et je vais te raconter cela. Bon vieux Billy, nous allons travailler la ville ensemble, pour l'amour du bon vieux temps. Silver m'emmène dans un hôtel. Il a un tas d'objets bizarres répandus autour de lui. Il n'y a plus de manière de rafler l'argent de ces petzouilles métropolitains qu'il y en a de faire cuire le riz à Charleston, dans la Caroline du Sud. Ils mordent à n'importe quoi. Leur cerveau déménage. Plus ils sont intelligents et moins ils sont perspicaces. Tiens, par exemple, l'autre jour, il y a un type qui a vendu à Pierre Potmorgan un portrait du jeune Rockefeller en lui faisant croire que c'était le tableau d'Andrea del Sarto, représentant Saint-Jean adolescent. Tu vois ce paquet de choses imprimées dans le coin, Billy? Ce sont des actions de mine d'or. Bon, j'avais commencé un jour à en vendre, mais au bout de 2 heures, j'étais obligé d'y renoncer. Pourquoi? Moi, j'ai été arrêté pour avoir bloqué la rue. Les gens se battaient pour les acheter. Sur le chemin du commissariat, j'en ai vendu un paquet aux policeman, et puis je les ai retirés du marché. Je veux pas que les gens me donnent leur argent. Je veux que la transaction soit accompagnée de quelques petites considérations pour éviter à mon amour-propre des vexations désagréables. Par exemple, je puis leur demander de deviner quelle est la lettre qui manque dans le mot Chicago, ou bien de tirer au poker avec une paire au 9 avant qu'ils me paient un centime. Il y a une autre petite combine que j'ai dû abandonner aussi, tellement elle était facile. Tu vois cette bouteille d'encre bleue sur la table. Je tatouai une encre sur le dos de ma main, et je me rendis dans une banque et je leur dis que j'étais le neveu du grand amiral de la flotte Dewey. Je leur présentai une traîne de 1000 $ que j'avais tirée sur lui, et il me l'aurait payé tout de suite si j'avais seulement connu le prénom de mon oncle.
Ça te montre un peu combien cette ville est facile. Quant aux cambrioleurs, ils ne veulent plus entrer dans une maison maintenant, à moins qu'on ne leur ait préparé un repas chaud et qu'il s'y trouve quelques étudiants pour les servir. Tous les types de la haute ici ont toute une colimaçon, et dans l'ensemble, cette ville est beaucoup plus facile à prendre d'assaut qu'une pâtisserie de Little Rock un samedi après-midi. Monty, dis-je, lorsque Silver se fut calmé, il est possible que tu aies correctement discriminé Manhattan dans ta péroraison. Mais j'en doute. Il n'y a que 2 heures que je suis dans cette ville, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'elle se laissera cueillir comme une cerise mûre. Elle ne possède pas suffisamment le caractère bucolique à ma convenance. J'aurais été beaucoup plus satisfait si les concitoyens ici avaient une paille ou deux dans les cheveux, et une prédilection indélébile pour les vestons en velours et les montres en toque. Ils ne me paraissent pas si faciles qu'à toi. Ça y est, Billy, dit Silver. Elle te possède, comme tous les émigrants. New York est plus grande que Little Rock ou que l'Europe, et elle effraie les étrangers. Mais tu verras que tu t'y feras. Je te le dis, les gens d'ici méritaient d'être giflés parce qu'ils ne m'envoient pas tout leur argent arrosé de désinfectants dans des paniers de blanchisseuses. Ça me dégoûte d'aller dans la rue pour le prendre. Qu'est-ce qui porte des diamants dans ce patelin? Eh bien, c'est Winnie, la femme du télégraphiste, et Bella, la fiancée du croupier. Les New-Yorkais sont plus faciles à attraper qu'une limace qui a 100 mètres d'avance dans le handicap d'automne. La seule chose qui m'embête, c'est que je vais détériorer mes cigares quand je serai obligé de fourrer tous ces billets de banque dans la poche de mon veston. J'espère que tu as raison, Monty, dis-je. Mais malgré tout, j'aurais préféré me contenter d'une petite affaire à Little Rock. La moisson de fermier, là-bas, est toujours suffisante pour qu'on puisse en décider quelques-uns à signer une traite ou 200 $ qu'on leur fait passer pour une pétition relative à un nouveau bureau de poste. Les gens d'ici me paraissent posséder des instincts de conservation et de parcimonie. J'ai peur que nous ne soyons pas assez calés pour jouer ce jeu-là. T'en fais pas, répond Silver. Je suis sûr d'avoir jaugé ce petit patelin sur l'Hudson. Aussi vrai qu'East River n'est pas une rivière. Tiens, il y a des gens qui vivent à 4 blocs de Broadway qui n'ont jamais vu d'autre bâtiment qu'un gratte-ciel. Un bonnet alerte loustique de l'Ouest devrait se distinguer suffisamment ici en moins de 3 mois pour avoir son nom dans les journaux et sa photographie dans les archives. Oh, laissons de côté l'hyperbole, dis-je. Peux-tu m'indiquer un moyen immédiat d'extorquer à cette communauté 1 ou 2 $ sans être obligé de s'adresser à l'armée du salut ou d'avoir une syncope devant la porte d'une dame millionnaire? Mais des douzaines, répond Silver. Quel est ton capital disponible, Billy? 1 000 $, répondis-je. Bien, j'en ai 1 200, répond-il. Mais nous allons nous associer et exécuter une grande opération. Oh, il y a tellement de façons de gagner 1 million que je ne sais pas par quel bout commencer. Le lendemain matin, je retrouve Silver à l'hôtel. Il est plein de sonorité et semble agité par une sorte de joie silencieuse. Nous allons rencontrer Pierpont Morgan cet après-midi. C'est un homme que j'ai connu à l'hôtel qui va nous présenter. C'est un de ses amis. Il dit que J.P. adore faire la connaissance des gens de l'Ouest. Ben, ça me paraît plausible et agréable, dis-je. J'aimerais connaître M. Morgan. Ça ne fera pas du tout de mal, dit Silver, de faire la connaissance de quelque roi de la finance. J'aime assez la manière dont New York se comporte avec les étrangers. L'ami de Silver s'appelait Klein. À 3 heures, Klein nous amène son ami de Wall Street et l'introduit dans la chambre de Silver. M. Morgan ressemblait à ses photographies. Il avait une serviette éponge entortillée autour du pied gauche et il marchait avec une canne.
Voici Monsieur Silver et Mr. Pescud, dit Klein. Il semble superflu de mentionner le nom du plus grand financier. Ça va, Klein, dit M. Morgan. Je suis content de vous connaître, les gars. Je m'intéresse beaucoup à l'Ouest. Klein me dit que vous êtes de Little Rock. Je crois que je dois avoir un ou deux chemins de fer par là. Et dites-moi, les gars, si vous aimez faire un petit poker. Eh bien, Pierpont, dit Klein sèchement, vous oubliez. Oh, excusez-moi, les amis, dit M. Morgan. Depuis que je suis atteint de la goutte, il m'arrive quelquefois de jouer aux cartes chez moi. Est-ce que l'un de vous aurait connu par hasard Peters le Borgne pendant que vous étiez à Little Rock? Il vivait généralement à Seattle, dans le New Mexico. Avant que nous puissions répondre, M. Morgan se mit à marteler le plancher avec sa canne et à se promener de long en large d'un air agité, en jurant bruyamment. Est-ce que par hasard on aurait fait baisser vos actions à la bourse aujourd'hui, Pierpont? Demanda Klein en souriant. Mes actions? Non, rugit M. Morgan. Mais c'est ce tableau que j'ai envoyé en Europe par un agent. Je viens tout à coup d'y songer. Il m'a accablé ce matin qu'il était impossible de le trouver dans toute l'Italie. Oh, je paierai 50 000 $ tout de suite pour ce tableau, même 75 000. Je vais donner à cet agent carte blanche pour l'acheter. Je ne comprends pas comment les galeries de tableaux ne sont pas fichues de retrouver un Léonard de Vinci qui... Mais, M. Morgan, dit Klein, je croyais que vous possédiez tous les tableaux du monde de Leonardo. Quel genre de tableau est-ce, M. Morgan? Demanda Silver. Il doit être au moins aussi grand que la façade d'un gratte-ciel. Ah, j'ai bien peur que votre éducation artistique ne soit pas à la cool, monsieur Silver, répond Morgan. Ce tableau a 27 pouces de hauteur sur 42 de largeur. Il est intitulé Les loisirs de l'amour. Il représente un certain nombre de mannequins dansant le foxtrot sur la rive d'une rivière pourpre. Le cablogramme disait qu'il était possible qu'il eût été introduit en Amérique. Ma collection ne sera jamais complète sans ce tableau. Eh bien, au revoir, les gars. Notre temps, nous autres financiers, est précieux. Messieurs Morgan et Klein partirent tous les deux ensemble dans un taxi. Silver et moi remarquâmes combien les grands de ce monde étaient simples et naïfs. Et Silver dit que ce serait une honte d'essayer de filouter un homme comme M. Morgan. Et quant à moi, j'ajoute que ce serait plutôt imprudent. Bientôt Klein reparaît et nous propose d'aller faire un petit tour en ville. Et alors il nous emmène promener du côté de la 7e avenue pour voir les choses. Et voilà que Klein aperçoit, dans la vitrine d'un antiquaire, une paire de boutons de manchette qui excite son admiration. Il entre pour les acheter et nous le suivons. Lorsque nous fûmes de retour à l'hôtel et que Klein s'en fut allé, Silver se précipite sur moi en agitant ses bras. « Mais l'as-tu vu, Billy ?» « Quoi ?» demandai-je. « Eh bien, ce tableau dont M. Morgan a tant envie, il était suspendu au-dessus du bureau de ce brocanteur. Je n'ai rien dit parce que Klein était là, mais je suis sûr que c'est bien l'article demandé. Les nymphes sont aussi naturelles qu'elles peuvent l'être en peinture. Elles chaussent toutes du 36 et portent des pagnes 42, du moins celles qui en portent, et elles dansent une espèce de ronde sur le bord d'une rivière. Combien Morgan a-t-il dit qu'il en donnerait? Oh non, ne me le fais pas répéter. Seulement ils ne peuvent pas savoir que ce tableau est dans cette boutique. Lorsque l'antiquaillerie ouvrit ses portes le lendemain matin, Silver et moi étions là depuis un quart d'heure, aussi agités que si nous voulions vendre notre habit du dimanche pour acheter de quoi boire. Nous pénétrâmes nonchalamment dans la boutique et commençâmes à regarder les chaînes de montres. « C'est un drôle de spécimen de Violante Crombo,
que vous avez là, dit Silver négligemment à l'antiquaire. Mais j'aime assez cette nymphe, vêtue d'omoplate et de sandales rouges. Je vous en offrirai bien 2 $, mais je crains que dans ce cas votre précipitation à le décrocher ne cause que des dégâts parmi les ustensiles qui composent votre fonds de commerce. L'antiquaire se met à sourire et continue à nous montrer des chaînes de montre en plaqué. Ce tableau, dit-il, m'a été déposé en gage il y a 1 an par un gentleman italien. Je lui ai prêté 500 $ dessus. Oh, ça s'appelle Les loisirs de l'amour, et c'est de Leonardo da Vinci. Le délai légal est expiré il y a 2 jours, et maintenant le tableau m'appartient. Mais voici un modèle de chaîne qui se porte beaucoup aujourd'hui. Au bout d'une demi-heure, Silver et moi déposâmes sur le comptoir de l'antiquaire 2000 $ et sortîmes avec le tableau sous le bras. Silver sauta dans un taxi avec l'article et se fit conduire au bureau de Morgan. Quant à moi, je vais l'attendre à l'hôtel. Au bout de 2 heures, le voilà qui revient. « As-tu vu M. Morgan ?» demandai-je. « Combien t'a-t-il payé le tableau ?» Silver s'assoit et se met à tripoter machinalement une des franges du tapis de table. « Je n'ai pas exactement vu M. Morgan, répond-il, parce que M. Morgan est parti pour l'Europe il y a 1 mois. Mais ce qui me chiffonne le plus, Billy, est ceci. Tous les grands magasins vendent ce même tableau tout encadré, 3,48 $, et le cadre à lui seul vaut 3,50 $. Oh, c'est ce que j'arrive pas à comprendre.